Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on plonge sous le capot d'un moteur SQL. L'idée, c'est de comprendre une bonne fois pour toutes ce qui fait qu'une requête rame. Et pour ça, on va s'aider de quelques visuels très parlants. Qui ne s'est jamais posé la question pourquoi une requête SQL toute simple, mais parfois un temps fou à s'exécuter? C'est une frustration bien connue. Eh bien, la réponse, elle se cache au plus profond du moteur de la base de données. Alors, pour y voir clair, on va tout déconstruire pas à pas. On va commencer par le plus fondamental, la page de données. Ensuite, on verra la magie des index, puis le plan de bataille de l'optimiseur. On parlera aussi de comment tout ce petit monde cohabite avec les verrous et la concurrence, et on terminera avec quelques astuces de conception pour passer au niveau supérieur. Allez, c'est parti. Tout commence vraiment par là, la façon dont les données sont physiquement posées sur le disque. Alors, il faut voir une base de données non pas comme un énorme fichier Excel, mais plutôt comme une bibliothèque gigantesque. Et cette bibliothèque est remplie de millions et de millions de toutes petites fiches. Chacune de ces fiches, qu'on appelle une page de données, fait exactement 8 kilooctets. C'est vraiment l'unité de base. Et ça nous amène directement à un grand classique, le fameux select étoile. On l'a tous fait, on le fait tous, mais attention, cette commande si innocente en apparence peut littéralement assassiner les performances, surtout si les tables contiennent des colonnes un peu lourdes. Regardez bien ce graphique, c'est saisissant. Si on demande juste les colonnes dont on a besoin, l'ID et le nom de l'employé, hop, le moteur lit 7 pages, c'est rien du tout. Maintenant, si on fait un select étoile qui inclut une colonne blob, vous savez, un gros objet comme une photo, eh bien là, la base de données est obligée de lire plus de 90 000 pages sur le disque. C'est juste colossal comme différence. Le point crucial ici, c'est que la base de données est maligne. Pour aller vite, elle ne travaille pas directement sur le disque, c'est beaucoup trop lent. Elle charge la page en mémoire dans ce qu'on appelle le buffer pool. Ensuite, pour être sûr de ne rien perdre en cas de crash, elle note immédiatement le changement dans un journal de transaction. Et seulement après, elle modifie la page en mémoire. Cette page est alors sale et sera réécrite sur le disque plus tard, tranquillement. On a donc la vitesse de la mémoire et la sécurité du journal. Bon, maintenant qu'on sait comment les données sont stockées, la question suivante est comment la base de données fait-elle pour retrouver une information précise rapidement? Et c'est là que la magie des index opère. C'est la différence fondamentale entre l'ordre et le désordre. Une table sans index, c'est ce qu'on appelle une table en tas. C'est le chaos. C'est comme jeter tous ces documents en vrac dans une boîte. Pour en trouver un, pas le choix, il faut tout regarder un par un. À l'inverse, une table avec un index clusterisé, c'est comme un dictionnaire. Les données sont physiquement triées. On peut aller directement à la bonne lettre, à la bonne page. L'accès est quasi instantané. Et puis, il y a l'index non clusterisé. L'analogie parfaite, c'est l'index à la fin d'un livre. Le livre lui-même est organisé par chapitre, c'est l'ordre principal, mais l'index alphabétique à la fin propose une autre façon de chercher, par mots-clés, et il nous renvoie directement au bon numéro de page. C'est exactement ça, un index non clusterisé. Mais attention, il y a un piège. Si cet index ne contient pas toutes les colonnes que la requête demande, la base de données se retrouve à faire un aller-retour coûteux. D'abord, elle va chercher dans l'index pour trouver l'emplacement de la ligne. Ensuite, elle doit retourner à la table principale, faire une deuxième recherche pour récupérer les colonnes manquantes. C'est ce qu'on appelle le key lookup. Et ça peut vraiment plomber les performances. Ok, mais alors, une question se pose. Qui décide de tout ça? Qui décide s'il faut utiliser un index ou s'il vaut mieux finalement scanner toute la table? Eh bien, le grand chef d'orchestre, c'est l'optimiseur de requête. C'est vraiment le cerveau du système. Il analyse la requête et imagine plusieurs scénarios, plusieurs plans d'exécution. Pour chaque plan, il estime un coût, un peu comme un GPS qui calcule le temps de trajet. Et bien sûr, à la fin, il choisit le plan qui lui semble le moins cher. Mais pour aider l'optimiseur à faire le bon choix et surtout à utiliser les index, il faut que les conditions dans la clause where soient ce qu'on appelle searchable. C'est un terme un peu barbare, ça veut juste dire search argument able. En gros, il faut que la condition puisse être utilisée directement pour une recherche dans l'index. Regardons ces exemples, c'est très parlant. Si on cherche nom égale Clark, l'index peut être utilisé directement. Par contre, si on met une fonction sur la colonne, comme year date command égale 2024, là c'est le drame. L'optimiseur est perdu. Il ne peut plus utiliser l'index parce qu'il devrait d'abord calculer la fonction pour chaque ligne de la table. Il est donc forcé de tout scanner. La règle d'or, c'est vraiment ça. Ne jamais appliquer de fonction à une colonne dans un where. Ok, jusqu'ici, on a parlé comme si on était seul à utiliser la base de données. Mais dans la vraie vie, il y a des dizaines, des centaines d'utilisateurs en même temps. Alors, comment le système évite que ce soit le chaos complet? La réponse tient en 4 lettres, ACID. C'est un acronyme pour atomicité,
cohérence, isolation et durabilité. C'est la promesse fondamentale de la base de données. En gros, soit une transaction réussit en entier, soit elle ne fait rien du tout. La base reste toujours cohérente, les transactions ne se marchent pas sur les pieds, et une fois qu'une transaction est validée, elle est là pour de bon, même si le serveur plante. Et pour garantir l'isolation, le système utilise des verrous. Le principe est assez simple. Plusieurs lecteurs peuvent regarder la même donnée en même temps. C'est un verrou partagé. Mais dès que quelqu'un veut écrire, il doit poser un verrou exclusif. Et là, c'est comme mettre un panneau ne pas déranger sur la porte. Plus personne ne peut accéder à la donnée tant que la modification n'est pas terminée. C'est crucial pour garantir l'intégrité des données. Mais parfois, ça coince. C'est ce qu'on appelle un interblocage. Imaginez, la transaction A a verrouillé la ressource 1 et attend la 2. Pendant ce temps, la transaction B a verrouillé la ressource 2 et attend la 1. Elles sont bloquées, s'attendant mutuellement dans une étreinte mortelle. Là, la base de données doit choisir une victime et annuler sa transaction pour débloquer la situation. Allez, pour finir, on va rassembler tout ce qu'on a vu et en tirer quelques règles d'or pour vraiment maîtriser la performance. Concernant l'index clusterisé, il y a 4 règles à suivre. Il doit être étroit, le plus petit possible. Unique, statique, sa valeur ne doit jamais changer, et toujours croissant, comme un ID qui s'incrémente. Ça garantit que les nouvelles lignes s'ajoutent bien à la fin de la table, ça évite la fragmentation, et ça rend tous les autres index beaucoup plus efficaces. Et pour les conseils plus généraux à retenir, primo, utilisez toujours les types de données les plus petits possibles. Deuxio, on l'a vu, évitez le select astre. Ne demandez que ce dont vous avez besoin. Tertio, pensez à mettre à jour les statistiques de la base. Et enfin, prenez l'habitude d'utiliser explain pour vérifier ce que fait vraiment votre requête. Et un dernier point, fondamental. Un index, ce n'est pas gratuit, c'est un compromis. Chaque index que l'on ajoute va certes accélérer les recherches, mais il va aussi ralentir chaque insertion, chaque mise à jour, chaque suppression. Il faut donc toujours trouver le juste équilibre. Voilà, en comprenant ce qui se passe réellement sous le capot, on ne se contente plus d'écrire du SQL, on commence à architecturer des systèmes de données qui sont à la fois rapides et robustes. Alors la question maintenant est, en pensant à votre propre code, quelle sera la première requête que vous allez aller corriger ?